Bien, bonjour Geoffrey. Donc, je réponds à votre question sur Robert Allen, donc l'historien anglais, en vous proposant donc un graphique qui vient du site Vox, où Allen résume son livre dans un article relativement court. Donc, sur ce graphique, vous est indiqué le rapport entre le revenu des individus et le coût d'un panier de subsistance, c'est-à-dire le coût de la nourriture nécessaire pour survivre. Et vous voyez que sur la période, donc milieu du XIVe siècle jusqu'au XIXe siècle, le rapport est plutôt orienté à la baisse, hein, ce qui correspond à un appauvrissement des populations. Le point de départ, donc, c'est le milieu du XIVe siècle, et comme je l'ai rappelé, c'est l'époque de la peste noire sur l'ensemble eurasiatique. Et la peste noire est un formidable moment de réduction des inégalités parce que, en éliminant une bonne partie de la population, donc une bonne partie de la main-d'œuvre, elle rend le facteur travail rare, donc plus cher. Mais une fois l'effet de la peste noire dissipé, la loi de Malthus semble à nouveau s'imposer. Les gens, la population, reprend sa taille initiale et inéluctablement, le niveau de vie diminue. C'est ce que l'on constate à Pékin, à Delhi et aussi à Florence et à Vienne. Vous avez deux pays qui échappent à cette loi, qui sont les Pays-Bas d'une part et l'Angleterre d'autre part. Donc Londres et Amsterdam qui sont indiqués sur le graphique. Il semblerait que ce soit principalement dû, d'après Allen, à leur intégration dans le commerce international, qui a permis donc à une partie de la population d'obtenir un niveau de vie plus important. Donc ce niveau de vie plus important, à peu près 4 fois le prix d'un panier de subsistance, ça a deux conséquences sur le plan économique. La première, c'est que ces gens disposent donc des moyens de s'offrir les premiers éléments du confort moderne. Alors, ça va être des livres, des vêtements, des images, des horloges éventuellement. Donc, ils vont, cette population relativement aisée va pouvoir constituer un débouché pour les premières productions de la révolution industrielle. Donc ça, c'est le premier effet positif. Vous créez un marché et donc vous suscitez une incitation à servir ce marché. Le deuxième élément, c'est que les travailleurs, c'est aussi un facteur de production. Et si le facteur de production qu'est le travail est cher, vous êtes incité en tant que chef d'entreprise à substituer du capital au travail. Et substituer du capital au travail, ça veut bien dire rendre votre combinaison productive plus capitalistique, machiniser, mécaniser le processus de production. En outre, pour ce qui est de l'Angleterre, Allen insiste beaucoup sur un autre prix qui a un rôle majeur, c'est le prix de l'énergie. Le charbon est abondant en Angleterre, donc il n'est pas cher. Et le chef d'entreprise se retrouve face à un signal prix qui lui indique que le travail est cher, que l'énergie est peu chère, et donc il va investir dans toutes les inventions de la révolution industrielle qui nécessitent peut-être beaucoup d'énergie, mais qui permettent en revanche d'économiser du travail. Et c'est ce qui explique sans doute que on ait eu en Angleterre un développement de, de la machine à vapeur plus précoce qu'ailleurs. Donc, voilà comment vous avez un lien entre, on va dire, la réduction des inégalités, la présence d'une petite classe moyenne et plus généralement l'existence d'un niveau de vie plus élevé et la croissance économique. Voilà.